que je ne vous présente pas, Dominique Potard, vous devez le connaître, pour son nouveau livre, magnifique livre, Les refuges du Mont Blanc. Et on pourrait mettre un sous-titre quand même, c'est pas un livre sur la liste des refuges avec... C'est surtout basé sur l'histoire des refuges et puis les petites histoires dans les refuges. Les petites histoires surtout. Alors on va commencer par le début de l'histoire. Le 10 Floréal en 3, 29 avril 1795. Vu la pétition du citoyen Bourrit, tendant à être autorisé à faire construire une maison sur le mont Anvers, destinée à recevoir les voyageurs savants et à contenir les instruments nécessaires pour observer les rares beautés de la nature. Considérant que le citoyen Bourrit est un amateur distingué des montagnes glacées du Mont Blanc, arrêtons que le citoyen Bourrit, célèbre historiographe de nos montagnes, est félicité sur son objet, et que nous l'autorisons à construire un hospice sur la montagne du Mont Anvers. Cette distinguée délibération communale va donner le jour à la première véritable construction d'altitude du massif du Mont Blanc, que le citoyen Bourrit, aussi illuminé des cimes que poltron alpiniste, baptisera, lui en toute simplicité, le temple de la nature. Tant de beauté méritait bien un temple. Sa construction ne fut pas une mince affaire. Un sculpteur genevois, Jean Jacquet, en dessina le plan. L'aubergiste Terrasse, qui avait une sorte de monopole sur les transports en mulet, prêta son cheptel pour le charriage des matériaux, et pas moins de 57 personnes s'employèrent à la tâche décrite avec juste ce qu'il faut de dramaturgie par Bourrit en personne. Excepté les pierres, tous les autres matériaux ont été amenés de loin. Les ouvriers y étaient excédés de fatigue. Leurs yeux s'y enflammaient, leurs lèvres devenaient livides, et la peau de leurs mains y était déchiquetée par la rareté de l'air qu'ils respiraient. Pendant plusieurs jours, on voyait le long de nouveaux chemins comme une procession de femmes et d'enfants chargés de choses nécessaires, tandis que les mulets y montaient le gypse et leur chien. Enfin, M. Bourrit, qui a présidé à tout cet ouvrage, ne s'est pas épargné lui-même. Un berger, ancêtre des gardiens de refuge, y sera affecté comme concierge. Au fronton du bâtiment, on peut lire « À la nature, par un ami de la liberté ». Quand il n'est pas gardé, un aubergiste de Chamonix prête la clé. Des voyageurs oublièrent de la prendre et pénétrèrent par effraction, rapporte Charles Durier dans la Bible Le Mont Blanc. Les mêmes gens qui enfonçaient les fenêtres pour entrer démolirent la porte et brisèrent les meubles pour en faire du feu. Des précurseurs dans l'art de squatter les refuges, comme il y en aura hélas beaucoup par la suite. 10 ans à peine après sa construction, il faudra le restaurer de fond en comble. Vont s'y succéder d'illustres curieux comme Chateaubriand, Joséphine de Beauharnais, l'impératrice Marie-Louise, Byron et Shelley, Charles Nodier, Victor Hugo, Alexandre Dumas, John Ruskin, George Sand et Franz Liszt, Charles Dickens, Napoléon III et l'impératrice Eugénie, Alphonse Daudet. Joséphine de Beauharnais fera de sa visite une démonstration cinglante de l'impact du tourisme en termes d'emploi, réquisitionnant pour l'occasion pas moins de 68 guides et 8 porteurs. Donc c'est tout premier refuge. Tout premier, il y avait vraiment première cabane, c'est en 1785, c'est Saussure, quand il cherche une voie d'ascension pour le Mont Blanc. Il construit une cabane sur le versant Saint-Gervais. Il avait fait des prospections avec Bourrit, sur le côté de Saint-Gervais. Il a fait construire une maison, une petite cabane, un petit peu en dessous d'où était Pétros actuellement. Et puis après, quand il a fait son ascension, ses tentatives d'ascension en 1787, après la réussite en 1786 par la Caravane, il avait fait construire une cabane en haut de la montagne de la Côte, et une autre au Grand Mulet qu'il n'a pas utilisée d'ailleurs, puisqu'il a été bivouaqué sur le Grand Plateau pour faire le Mont Blanc en 1787. Mais cette première-là, ce temple de la nature, c'est vraiment un refuge comme on l'entend aujourd'hui ou... Il y avait déjà une cabane avant, c'était la cabane de Blair, ça s'appelait. Et avant, il y avait une cabane de berger, où Saussure avait été couché aussi. Mais c'était un refuge, parce qu'il y avait des couchettes qui étaient posées au mur, puis qu'on pouvait descendre. Il y avait de quoi manger, se restaurer, et il y avait même une sorte de gardien, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupait un petit peu de l'entretien, puis de monter les clés pour les éventuels clients. C'est dans le sens où, comme à l'époque, il n'y avait quand même pas le train du Mont-Anvers, il y avait peut-être des gens
forcément fait le lien. Il n'y a pas de train et c'est de monter là-haut, Ouais. au début à pied, puis après à dos. Et c'était vraiment un refuge au cas où on était pris par le mauvais temps, quoi. Oui, puis surtout pour après, le nom est clair, le temple de la nature, c'était pour passer une nuit là-haut, et la plupart des gens venaient dormir. Saussure, quand il était couché là-haut, avant le temple de la nature, lui c'était pour explorer la vallée blanche, aller plus haut dans la montagne. La plupart des gens couchaient là, et puis on descendait dans le... Donc de cette liste de personnages prestigieux qui sont venus y dormir juste pour admirer la beauté. Exactement, puis ils dormaient Pas des là-haut. alpinistes, donc des contemplatifs. Hein, Bon, ouais. à la risquée. Et puis bon, c'est un peu drôle aussi quand il raconte la construction du refuge, quoi. En plus, il y a des passages que tu as lus, Bourrit, il parlait de lui à la troisième personne. Donc, quand il dit Monsieur Bourrit a donné de sa personne pour cette réalisation, il parle de lui. Quoi. Ouais. Mais les gens exaltés par la rareté de l'air, on se dit quand même, ça ne peut même pas à 2000, il exagère un peu quand même. Non. Donc, puis après, on va attaquer maintenant dans la grande aventure du vrai refuge, enfin ce qu'on connaît. Elle n'est pas peu fière, la Françoise Dumont, de son fils Ulysse. Son dernier tour de force, il a porté tout seul la cuisinière à charbon au refuge de l'Envers des Aiguilles. Elle raconte l'exploit à Madame Michon, une amie de la famille. Vous vous rendez compte? Une cuisinière de 90 kilos. Madame Michon affiche une moue indignée. Ça n'est quand même pas croyable. Ils auraient pu embaucher une cuisinière plus légère. Et juste une petite anecdote. Quand il est parti donc, avec sa fameuse cuisinière du Mont-en-Vert en direction de Falfert, quand même monté à l'envers des aiguilles, il y avait des passages raides pour ceux qui connaissent, il y a des échelles. À l'époque, il y avait aussi une passerelle pour traverser un torrent. Et quand il est parti du Mont-en-Vert, il a croisé deux femmes, deux touristes qui étaient là, qui le regardent passer comme ça, puis il y en a une qui dit faut vraiment aimer le camping pour trimballer ça. 1947, Ulysse a 22 ans. Fort comme un bœuf, doux comme un agneau. L'alpinisme, porteur des valeurs viriles qui ont fait défaut à l'armée française, est très à la mode avec ses chevaliers modernes, les Lachenal, Terray, Rebuffat. Et ses citadelles imprenables, Grande Jorasse, Eiger, Servin. On construit ou on rénove des refuges à tout va. Pas des cabanes en bois comme aux aurores de la conquête des cimes, mais de solides chapelles de pierre brute vouées au culte de l'héroïsme gratuit et de ses serviteurs, les conquérants de l'inutile. Pour bâtir ces édifices haut perchés, on a besoin de bras et surtout de dos. Cela tombe bien, à Servoz, on a le dos vaillant. 4 hommes du Mont s'engagent dans la profession de porteur. François Duc, Guy Bouchard, Georges Borja, frère aîné d'un trublion qui n'a pas fini de faire parler de lui dans le métier, Ulysse. Si les blocs de granit sont taillés sur place, pas moins de 4 tailleurs de pierre seront réquisitionnés pour la construction du refuge de l'Enfer des Aiguilles. Tout le reste est transporté à dos d'homme. Pas simplement un travail de Romain, mais aussi un exercice d'acrobate. Il faut remonter des glaciers avec leur lot de crevasses à enjamber, de jeux d'équilibristes au fil des crêtes, zigzaguer sur des parois où le moindre faux pas est proscrit, au gré des vires et des cheminées. Leur outil qu'ils appellent le crochet est une clé de portage en bois, sorte d'armature de sac à dos. Leur stigmate, les boules de porteur, sur les clavicules suite à la pression écrasante des bretelles. Les porteurs de Servoz se distinguent à ce petit jeu. Quand les autres se contentent de 40 kilos, eux se laissent de 60 voire 70 kilos. On est payé au poids. Un coup, j'étais avec Guy Deschamps, se souvient Ulysse. C'était en 1949, pour le refuge des Anvers. On trimballait des tiges de fer de 6 mètres de long. Fallait voir dans les échelles, ça se coinçait partout. Au bout d'un moment, on les a tordus pour en faire des cerceaux. Sur les photos d'époque, le dernier des Borja n'a pourtant pas l'air buté d'un forçat de l'Alpe. En short, belle gueule et belles dents, avec son extravagante cargaison sur le dos, il fait tourner la tête des belles citadines venues au Mont-en-Vert humer l'air des cimes. En septembre, c'était plus la même, continue Ulysse. Il n'y avait plus de train du Mont-en-Vert. Fallait partir de Chamonix. J'avais loué 2 mulets, mais arrivé au tunnel du chemin de fer, impossible de les faire avancer. Il a fallu les tirer. Ils braillaient tant qu'ils pouvaient dans le noir. Le grand alpiniste lyonnais Terray, paysan montagnard dans l'âme, est de la fête. Pour lui, Ulysse est un phénomène. Un dos comme personne n'en possède. Toute la science d'Ulysse est dans la technique du positionnement de la charge quand il s'agit de souffler un peu. La garder à hauteur, tâche pas toujours évidente selon ce qu'on trimballe.
L'Hercule du Mont manque de s'étrangler quand on évoque Lionel Terray. Un coup, on portait des planches de 4 mètres de long pour la cabane de la Tour Rouge. Je lui avais bien expliqué comment on les posait, mais je l'ai vu d'en haut. Il était encore sur la mer de glace, couché sur le côté. Il ne pouvait plus bouger. L'auteur des Conquérants d'inutiles ira jusqu'à lui proposer de l'embaucher comme Sherpa pour ses expéditions en Himalaya. Pendant plusieurs années, Ulysse va jouer la solide tortue dans le massif du Mont Blanc, refuge du requin, de l'envers, du couvercle, de l'échaud. 60 tonnes, il aura transporté la bagatelle de 60 tonnes de moraines en glacier, d'échelles en chemin escarpé, des bonbonnes de gaz, des matelas à ressort, des poutres et autres fournitures de première nécessité. Et il est toujours vivant, cet Ulysse. J'ai été le voir avant-hier, il est à la maison de retraite de Chamonix. Et je lui ai demandé, avec tout ce que tu as trimballé, tu dois avoir mal au dos. J'ai jamais eu mal au dos. Mais c'est une grande lignée quand même, cette famille dans les refuges, non, les Borgia. Donc lui, Ulysse, il a fait le porteur, puis après il a fait le gardien longtemps au couvercle. Et sa sœur, Gilberte, a été d'abord gardienne au refuge de l'Échaud, au pied des Ganjoas. Puis après, ils étaient tous les deux au refuge du couvercle. Et leur fille, pour ceux qui connaissent un petit peu le massif, c'est Babette, la fille de Gilbert, pas leur fille, parce qu'ils sont frères et sœurs. Lui, il n'a jamais eu d'enfant. Comme il dit, j'ai beaucoup fréquenté, mais j'ai pas eu d'enfant. Et sa sœur, donc Gilberte, la fille de Gilbert, a gardé le refuge de l'Envers des Aiguilles pendant 42 ans. Le record de gardiennage, dans les Alpes autrichiennes, un gardien qui a fait 50 ans. Sa sœur, on la surnomme comment déjà? Gilberte, c'est la Manon des cimes. Il y avait un article sur elle dans Point de vue, Image du Monde, où elle était entre Zizi Jeanbert. Mais dans les années. Enfin, 40, 50 Ouais, 45 ans. Où elle raconte sa vie et on la voit toujours impeccable, maquillée. On dit que Frison Roche allait la voir pour chercher l'inspiration dans sa compagnie dans la montagne. Pendant que son mari était à l'armée, je ne sais plus, non, c'est ça? Son mari était militaire, il est mort assez jeune. Et la Reine-Mère, c'est elle aussi? Non, oui, on l'appelle la Reine-Mère. Après, elle était au couvercle, elle avait pris un petit peu d'assise dans son métier. Elle n'était pas très commode comme femme. Autant Ulysse, il était assez facile, mais elle... et du coup, pour son autorité, il l'appelait la Reine-Mère. Et une fois, il y avait Reinhold Messner, quand il a fait la première de la face nord des droites, sur la voie d'Alaï, il était en solo. En descendant, il s'est arrêté au refuge du couvercle, où il y avait la Reine-Mère. Il a demandé une omelette, ils ont réussi à se comprendre, parce qu'il ne parlait pas français, Reinhold. Et donc, elle a fini par lui servir une omelette. Puis le temps qu'elle part dans sa cuisine, l'omelette avait disparu, puis Reinhold aussi, sans payer. La Reine-Mère, ça ne lui a pas plu, elle a crié après, il était en train de descendre le chemin. Et elle a tellement crié fort qu'il est remonté. Il y avait beaucoup d'ambiance à cette époque avec la famille Borgia dans les refuges, d'après ce que tu racontes. Des moments forts, d'ailleurs j'ai un copain, Jean-Pierre Mansart, on ne peut pas le nommer, qui était au refuge. Lui, c'était un guide de l'UCPA et à l'époque, dans les années 70, il y avait les guides de la compagnie qui étaient bien accueillis en refuge. Puis les guides de l'UCPA, souvent, ils ne consommaient pas, c'était des jeunes qui n'avaient pas de... La clientèle n'était pas intéressante pour les gardiens parce que ça représentait peu de dividendes. Ils amenaient leur bouffe, il fallait juste faire de la cuisson, mais c'était pas très intéressant. Et puis Jean-Pierre va au passe pour demander une bière. Il voit que le guide de Chamonix avait payé la bière 2 francs. Et Gilbert lui dit la bière c'est 6 francs. Pourquoi lui il est. Oh, puis l'autre, tu dis, bah, si tu gagnes pas assez ta vie comme guide, t'as qu'à aller faire le trottoir. Alors Jean-Pierre, ça lui a pas plu. Il a acheté des sous comme ça par terre dans le local des gardiens. Et là, Gilbert, elle a pris un couteau, puis il a couru à travers leur avec le couteau. Et c'est Ulysse qui a fait un plaquage et qui a arrêté Gilbert avant l'assassinat. Ouais, c'est une ambiance un peu spéciale quand même dans ce refuge. Elle n'était pas toujours pas. Mais pour l'avoir reconnue, c'est vrai qu'elle n'était pas facile. Le refuge des rennes. Les rennes, ici, ce sont les faces nord, des murailles infranchissables de 1000 mètres de haut et larges de 6 km.
des belles en robe nuptiale dont les plis tombent sur le tapis blanc du glacier d'Argentière. Les courtes, les droites, le triolet, son Altesse la verte, que du beau linge. Les faces nord d'Argentière sont réputées et redoutées de tous les alpinistes de la planète. Face à elle, une première cabane se dresse, minuscule, dès 1906, baptisée le refuge du jardin d'Argentière. À l'origine du projet, une figure légendaire de Chamonix, le docteur Payot, homme de force et de conviction qui introduisit l'usage du ski dans la vallée pour inciter ses habitants à mettre le nez dehors en hiver, au lieu de s'asphyxier au coin du feu. En 1903, il inaugure 3 joyaux du ski de montagne, le raid Chamonix-Zermatt, l'ascension du Buet et la Vallée Blanche. Le 20 janvier 1907, le médecin des neiges monte en compagnie d'une dizaine de skieurs inaugurer sa résidence secondaire. La fête bat son plein, quand alors que la nuit est tombée, depuis un bon moment, on entend des cris sur le glacier. 2 volontaires dévalent la moraine et découvrent avec stupéfaction l'hôtelier Auguste Terraz. Il est monté seul, dans l'obscurité la plus totale, zigzagant de la lanterne entre les crevasses et les séracs. Tout le monde reprend bientôt sa place à table et l'on porte un toast au nouvel arrivant. Il est radieux. « Je ne savais pas qu'il était possible d'éprouver un tel plaisir dans une course de nuit », s'exclame-t-il. « Seul sur un glacier !» Les rires et le bruit joyeux des verres qui trinquent se propagent tard dans le grand cercle d'Argentière. Les belles endormies vont faire connaissance avec l'espèce humaine. Au début des années 1970, le ski de randonnée est en plein essor. Le refuge d'Argentière en devient un des hauts lieux. C'est la première escale du raid à ski le plus fréquenté des Alpes, Chamonix-Zermatt. Dès le mois de mars, la cabane est ouverte et accueille ces migrants qui, au petit matin, gagnent en file indienne le col du Chardonnay pour basculer en terre helvète. Le club alpin français décide de mettre les grands moyens. En 1933, on avait trimballé là-haut 40 tonnes de matériel. En 1973, grâce à la Fée des Airs, pas moins de 1500 tonnes permettent de bâtir un refuge ultramoderne de pierre et de bois, sorte de fer à repasser à l'envers qui se repère de loin sur la moraine circulaire du glacier des Améthystes. Seul inconvénient lié à sa forme, il faut se mettre à plat ventre sur les vitres pour voir les montagnes. Il en va de l'architecture comme de la mode. Il faut savoir souffrir pour être beau. Pour le reste, salle à manger, dortoir douillet, bois et murs de plâtre talochés lui confèrent une convivialité bien loin du janséniste, Albert Ier de la même époque. Des gardiens de légende se sont succédés au refuge d'Argentière, comme Jean-Charles Sage, le bien nommé, homme chaleureux, la touche d'humour toujours à fleur de lèvres, gérant sa boutique en bon père de famille et veillant pour apporter ce qu'il faut de fantaisie à cet univers minéral, et toujours à s'entourer de jeunes et charmantes personnes. Jean-Charles a commencé par la rude école du portage, construit les murs de l'Échaud, posé les tôles de l'Albert Ier. Son autre métier, c'est de dresser des chiens à l'avalanche. J'ai sorti en tout 27 mecs, dont 2 vivants. J'en suis très fière. Il est aujourd'hui le gardien de refuge du Lac Blanc, en face, dans le massif des Aiguilles Rouges. Un refuge dont la clientèle est essentiellement composée de touristes et de randonneurs, le contraire d'Argentière. La montagne est dangereuse et il fallait aller les chercher souvent avant que les secours n'aient pu intervenir. Des mecs morts, fracturés, défigurés en morceaux, j'en ai vu. Un jour, j'en ai eu marre. Tu les sers, tu les trouves sympas, puis tu les vois morts à la fin de la journée. Oui. Il a arrêté pour ça avant-hier. Ouais. C'est fou, hein. C'était trop pesant. Il est resté longtemps, il est parti une bonne quinzaine d'années. C'est sûr qu'au... Bon, après, dans les refuges, il y a aussi l'aspect financier pour les gardiens. C'est d'ailleurs la tension qu'il peut y avoir entre les gardiens et le CAF, qui a toujours existé et qui probablement existera toujours, c'est que le CAF, c'est des bénévoles, qui font ça sur leur temps. Et puis, ils ont du mal à comprendre, à accepter que les gens fassent ça pour gagner leur vie et puis pouvoir bien la gagner. On m'explique pourquoi, parce que le CAF, on n'est pas censé... Le CAF est propriétaire des refuges. Le club à franc français, la plupart des refuges. La plupart des refuges appartiennent au club à franc français. Ouais. Et donc, ils embauchent des gardiens pour assurer le gardiennage et puis l'entretien du refuge, nourrir les gens. Déclencher les secours s'il faut.
Et il y a des Et il y a refuges plus ou moins des exposés. refuges qui sont, faut le dire, qui sont bien lucratifs, comme le goûter, comme Argentière l'était à l'époque, parce que maintenant il y a moins de monde, parce que la plupart des faces nord, donc les rennes dont je parle dans le livre, sont de moins en moins en condition à cause du réchauffement climatique. Et déjà actuellement, on est début juillet, on peut pratiquer la face nord des droits. Donc on va surtout là-haut pour faire de l'escalade, et comme c'est assez loin, c'est un refuge où il y a une fréquentation qui est nettement baissée. Lorsque je pratiquais le métier de guide, c'était mon refuge préféré. Tu vas le dire quel c'est? Le plan d'aiguille. Vous connaissez le plan d'aiguille? Surtout au mois de septembre et après 17h. Le refuge de montagne est tel qu'on se l'imagine, tout en bois, des petites fenêtres croisées avec des rideaux en dentelle, des nappes Vichy, une cuisine avec un bon gros fourneau, des gardiens souriants. Tout le contraire de certaines usines à gaz, leur réfectoire immense et sans chaleur, leurs affiches accueillantes, interdiction de pénétrer dans la salle en chaussures, extinction des feux à 21h, horaire d'ouverture du pass. Ici, les affiches vous vantent la tarte aux myrtilles ou la fondue aux girolles. Ici, on vous prend vos chaussures pour les mettre à sécher au coin du feu. Ici, on peut discuter tard le soir autour d'une bouteille de Génépi. Ici, ce n'est pas le règne de la fonctionnalité, c'est celui de la convivialité. Dans les années 1970, les gardiens s'appelaient René et Jackie Duc. René avait pris la succession de son stentor de père Joseph. Discrète, à l'image de sa mère, René tenait son refuge comme on tient sa maison. Chacun y était accueilli en invité. Jackie était un trailer avant l'heure. Avec son ami Roussel, il se tirait la bourre pour faire le tour du Mont Blanc en moins de 24 heures. Les clients qui descendaient à pied sur Chamonix le croisaient souvent en chemin. Eux en gros brodequins, en pantalon knicker, lui en short et en basket, montant pied au plancher à son refuge. À l'époque, personne ne courait en montagne. Au mois de septembre, la saison se termine. Les mélèzes commencent à s'égayer d'aiguilles d'or. Et à 17h, le téléphérique s'arrête. Le sifflement des câbles est relayé par celui des marmottes. La montagne reprend son souffle et sa vie pastorale. J'ai connu des guides, dont je tairai les noms, qui appréciaient le plan d'aiguille pour d'autres raisons. La nuit venue, quand leurs clients allaient sagement se coucher, ils enfilaient leurs chaussures et descendaient ventre à terre à Chamonix. La soirée se passait à boire des bières et à danser sur les pistes du Pel. La boîte de nuit à la mode. La remontée, 1300 mètres de dénivelé, était un peu rude, mais radicale pour des saoulés. 4 heures du matin, ils prenaient le café avec leurs compagnons du jour et s'élançaient frais comme des gardons à l'assaut des cimes. Temps révolu. Le guide moderne doit s'assurer de la météo, recharger la batterie de son GPS, essayer de s'endormir, checklist en tête. Niveau des participants, conditions de la course, validité des EPI, équipement de protection individuelle, casque, baudrier, cordes. Heureuse époque où l'on fait sa course avec un juge d'instruction par-dessus l'épaule. Mais ce plan, je ne sais pas ce que vous voulez le dire. Il y avait, donc, moi j'ai connu Jackie et René. Et le père de René, c'était le gardien précédent, c'était Joseph Claret-Tournier. C'est un personnage extraordinaire. Il était un colosse comme ça. Et il est rentré dans le dortoir, je l'entends encore, il y avait une voix d'outre-tombe. Et à 4h du matin, il disait « Grépon, debout, les autres, dormez !» Et puis il avait un élevage de lapins là-haut qui faisait courir autour du refuge, tout ça, pour faire éventuellement un petit casse-croûte en fin de saison. Et une fois, il y a un chasseur qui lui a tué un lapin. Il a fini par savoir le nom, et donc il a réussi à le coincer à Chamonix. Il dit « C'est toi qui as tué mon lapin ?» L'autre il dit « Non, j'ai cru que c'était un lièvre. » L'autre dit « T'en connais beaucoup, toi, des lièvres noirs et blancs. » C'est celui qui faisait peur aux marmottes, c'est ça? Oui, il faisait peur aux marmottes, il avait une voix qu'il portait. Je me rappelle une fois, on était en train de boire un verre, parce qu'à un moment, il a tenu la petite buvette qui est à côté, juste au-dessus du plan d'aiguille du téléphérique. Là. Et puis, j'étais avec Jean Nouvelle-Ville, un guide d'ici. Et on prend 2 verres de blanc, puis il dit, ça fait combien le blanc? Il dit, oh, pour vous, c'est 2 francs le blanc, mais il ne faut pas y dire. On entendait jusqu'à Chamonix. En fait, il y avait vraiment des personnages incroyables dans cette il y avait
les mains. Et une fois, il y a une cliente qui l'avait un petit peu embêté. Pour nous faire monter dans les taux, pour l'énerver, elle avait dû vraiment être chiante. Puis ça l'a approché comme ça, puis il lui a mis une petite baffe, comme ça, l'autre, elle a traversé la pièce, elle a enroulé par terre. Ça a fini au tribunal de Bonneville. Et donc le juge lui demandait sa version des faits, il dit « Je ne l'ai pas fait exprès, elle a tapé ma main, elle a cubellé. » Cubellé, ça veut dire que serait en fait ce livre sur l'histoire des refuges et toutes ces anecdotes sans tes anecdotes personnelles? Je vais en lire une qui est quand même pas mal. La cuisine de Trait-la-Tête ou l'art de l'embuscade. La première fois que nous étions allés à Trait-la-Tête, après un casse-croûte à mi-chemin de la montée au refuge et une petite sieste, Polo m'avait demandé de faire le serre-fil. Polo, c'était le guide avec qui je travaillais pour l'UCPA. J'étais tout jeune. J'étais tout jeune, j'avais 17 ans et en formation. Ayant horreur de marcher à 2 à l'heure, j'avais laissé partir le groupe. J'entendis soudain des yodeles qui descendaient du dessus. Alain Créton, un guide de la compagnie, apparaît au détour du chemin. « Dieu, tu fais quoi par là ?» Un solide gaillard, la tignasse noire, bouclée et drue, le visage hâlé, une mâchoire de lion. Nous avions fait connaissance au Savoie-Bar à Argentière, village qu'il avait vu grandir et courir la montagne à peine sorti des couches. Je monte à Trait-la-Tête, on doit aller au Dôme demain. Ce monstre bon, j'en viens, c'est tout tracé. Il doit bien y avoir 1 an par là. 1 an? Comment une trace dans la neige pouvait-elle être vieille d'1 an? Après la fonte? L'hiver? Après l'hiver? Viens voir! Il attaqua droit dans la pente, au milieu des rhododendrons. 50 mètres plus haut, un petit ruisseau bruissait sous les pierres. En 2 secondes, il avait bricolé une petite fontaine. « C'est toi, toi là !» Je m'assis sur un bloc. Alain ouvrit son sac, sortit 2 gobelets en plastique et une petite bouteille de Ricard. « C'est ça, 1 an !» dit-il en me montrant le petit filet d'eau. « Un bout de nan !» Il était 16 heures. J'attaquais l'apéro. Nous bûmes 2, 3 verres. Je buvais autant le pastis que les paroles d'Alain. Il me parlait du métier de son monchu, monsieur, client, qui n'avançait point, qui marchait bon raide, un bon pénible, un caquignolet, tatillon, de première, toujours à farfouiner dans son sac. Qu'est-ce nul, pénible. Traduction. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que je m'abatte, oui, pas. Et il était parti à grande enjambée dans les rhododendrons. J'arrivais au refuge au coucher du soleil, après m'être trompé de chemin et avoir fait un long détour. Ça, c'est l'anecdote qui rend encore plus truc. Oui, après ça continue, mais je ne peux pas tout lire quand même. Qui rend encore plus truculent le livre sur les refuges. C'est l'anecdote à la potard. Donc, Trait-la-Tête, bon souvenir. T'en rencontres encore des gens comme ça? Encore un peu mal aux cheveux sur cette première soirée. Est-ce que tu en rencontres encore des guides comme ça quand tu te balades? Oh, il y en a encore, mais ça s'est un petit peu aseptisé quand même. Enfin, il me semble, aller en montagne. Non, dans les années 70 que j'ai connues, c'était assez chaud. C'est vrai que les guides se lâchaient. Donc, là, je raconte aussi l'anecdote d'Argentière de. Bon, on va dire ça, j'ai mis PLM, mais c'est Pierrot Lamu. Il était au refuge avec son. Il n'est pas là, tu peux le dire. Avec son client. Et puis à bord du rouge, tu devais faire le couloir couturier. Et puis à minuit, c'était pas loin d'être sur le départ. Et donc le gardien vient le voir, puis il tenait plus debout, quoi. Alors c'est des profs de l'ENSA qui étaient là aussi pour faire la montagne, qui ont réussi à lui mettre ses crampons. Il a dit à son client, va devant, va devant. Et donc les profs lui ont mis ses crampons, puis dans la main, ça fait beaucoup de parties, ça descend un petit peu par une moraine, traversé le glacier, il a rattrapé son client. Il l'a attaché au pied du couloir couturier, tout doucement, il a commencé à monter le couloir, puis il arrive en haut, et le lendemain, ils lui ont demandé, les gens, mais comment t'as fait? Il dit, plus je montais, mieux ça allait. Et ça, c'était une époque où je crois que les guides n'oseraient plus avoir ce type de comportement. C'est plutôt aussi comme ça. Ouais, mais c'est vraiment une période, comme on dit, ça a bien changé. Et dans les refuges, il y a quand même, tu fais la distinction aussi entre les bivouacs, refuges bivouacs. On en a un peu aussi dans la vallée? Oui, il y en a plus des refuges bivouacs sur le versant italien du Mont Blanc. Ici, bon, il y a beaucoup de vallées qui rentrent dans le massif pour installer des cabanes solides. Alors que le versant italien est quand même pratiquement tout d'un seul ressaut.
Et comme c'est des courses très longues, il y a plus de refuges bivouac. Des refuges bivouac, c'est des petites cabanes qui ne sont pas gardées en général. On peut loger à 6-7 personnes maximum. Et puis donc il y a des énormes refuges, enfin il y a un peu de tout quoi, dans les refuges, c'est pas dans les hôtels, les premières et tout. Jusqu'à le refuge du Groutet que vous avez peut-être vu. On va en parler. Et dans les refuges, bon alors il y a les gardiens qui peuvent être sympas ou non, les clients sympas ou non, mais il y a surtout la plaie des refuges, c'est les ronfleurs. Ah. On doit à Jean-Paul Zuanon, directeur érudit et inspiré de la revue du Club alpin français, une classification à dormir debout, formule à prendre au sens propre des stars des dortoirs de refuge. Il existe une cotation des difficultés en escalade, une échelle des risques d'avalanche, d'autres pour les risques industriels ou sismiques. Curieusement, personne n'a jamais rien conçu de semblable pour décrire un risque largement répandu en montagne, mais qui constitue un sujet souvent tabou, les ronfleurs. Toujours à l'avant-garde, le Petit Écho de l'Alpe a mis au point, à titre expérimental, une échelle de cotation des ronflements. Cette échelle est basée sur 3 critères. L'intensité du phénomène, faible ou bruyant, sa continuité, court ou long, sa fréquence, une nuit de temps en temps ou toutes les nuits. Niveau 1. En montagne, le risque 0 n'existe pas. Individu le plus souvent silencieux laisse échapper exceptionnellement quelques sans lendemain. Au pire, des chuintements de chasse d'eau fuyant très légèrement. Niveau 2. Individu peu actif. Ces accès de ronflement sont rares et de courte durée. Ils dépendent généralement de conditions défavorables exceptionnelles, rhume, fatigue. Ils alternent parfois avec des coinçages de bulles. Le plus souvent, un léger coup de coude suffit à ramener le ronfleur au silence. Niveau 3. Le ronflement est bien formé. Les 2 temps d'inspiration et d'expiration, éventuellement remplacés par sont bien dissociés et parfaitement articulés. Le phénomène reste sporadique, une nuit de temps en temps, et discontinu. Caractère cependant tenace. Seuls des coups de coude, genoux, pieds bien placés ou des objets divers peuvent restaurer un semblant de calme. Niveau 4. Comme ci-dessus, mais en pire. La machine infernale se met en route toutes les nuits et il est très difficile de l'arrêter. Seules des méthodes de défense passive, boule qui est, sont envisageables. Niveau 5. Individu très connu au sein de son club, parfois montré du doigt par ses congénères. La terreur des refuges ou des chambres d'hôtel mal insonorisées. Insensible à toutes les voix de fait, ronfle toutes les nuits de A à Z, quelle que soit sa position. Variation d'intensité et de tonalité parfois déconcertantes, dont marquées pour l'imitation d'engins et d'outils divers, allant de la scie égoïne à la tractopelle en passant par le vibromasseur et le moulin à café mécanique. Pousse parfois la cruauté mentale jusqu'à s'arrêter quelques secondes pour repartir de plus belle. Signe particulier commun au niveau 4 et 5, le sujet s'endort généralement avant tout le monde, mais il prétend avoir le sommeil difficile et ne pas avoir fermé l'œil de la nuit. Il est à peine nécessaire d'insister sur l'intérêt de ce document. Il devrait être d'un précieux secours dans différentes circonstances de la vie de tous les jours. Il pourrait ramener un peu de sérénité dans les couples, le traditionnel mais parfois acide. Mon chéri, tu as encore ronflé. Du petit matin serait avantageusement remplacé par un laconique niveau 3. On pourrait également utiliser ce système dans les refuges. Au lieu d'avoir recours à des critères parfois discutables, comme l'heure du départ en course ou la tête du client pour répartir les alpinistes entre les différents dortoirs, on disposerait d'une base plus objective. Chaque dortoir serait affecté à une classe donnée de ronfleurs, et pour que les choses soient claires, on pourrait donner à chaque chambrée des noms évocateurs et poétiques, allant de Zéphyr, niveau 1, à Niagara, niveau 5, en passant par Orage lointain, niveau 3. Arrivant tard le soir et envoyé là où il reste de la place, un candidat dormeur serait ainsi ce qu'il attend. C'est si terrible que ça. Tous ceux qui ont dormi en feu, je pense qu'ils ont connu ce petit aléa. Très dommageable parfois. Parce que les nuits en refuge sont terribles en fait, en général. En général, le niveau 5 est bien connu. Niveau 5. Il est connu de tout le monde, donc ça doit être ça.
Mais ça fait partie du charme, non, en fait. Il y a ça, puis il y a les odeurs. Tu ne parles pas des odeurs, là. Tu parles que de... Hein. En fait, on ne dort pas en refuge, quoi, finalement. Bah, souvent, il y a l'altitude, il y a un peu l'angoisse, il y a beaucoup de choses qui font que les gens dorment mal. Oui, le niveau 5 dort bien, mais les autres, on ne sait pas trop, quoi. Hein, ouais. Je me rappelle d'une nuit, c'était au Montanvert, l'hôtel du Montanvert, ils avaient fait la nuit des drues, ils avaient organisé un truc là-haut pour célébrer les drues, donc on était monté en train, il y avait pas mal de gens. Et puis il y avait Michel Guérin, qui était un niveau 5 patenté. Et donc au Montanvert, il y a un grand refuge, mais immense, au sommet de l'édifice, et tout le monde avait dormi là. Puis le matin, je me réveillais, on avait un petit peu chauffé la machine le soir, donc moi j'aurais essayé de dormir. À peine, non. Et le matin, je me lève, la plupart des gens étaient déjà partis, les jours. Puis j'ai vu, il y avait Michel, il y avait Michel. Et j'ai trouvé Michel, il était sous un tas de godasses comme ça. Tous les gens lui avaient balancé des Michel Guérin, il est là. Sous un tas de chaussures. Bon, mais il y a des nuits paisibles quand même, rassure-moi là-haut. Hein. C'est rare des dortoirs où ça renfle pas. Non, mais à part ça, oui, mais ah oui. Ouais. Ça fait partie de la nature humaine. Et puis il y a quand même dans le pire, il y a eu des refuges terribles aussi, surtout pour aller faire le Mont Blanc, c'est le refuge où on entasse tout le monde dans les couloirs, partout. Là, on tombe sur un ronfleur, c'est encore la pire des choses, mais personne ne dort. En fait, oui, les gens se reposent. C'est fini. C'est fini. Toutes les réservations, c'est fini. Et ouais, c'est fini, mais maintenant c'est une autre époque. Maintenant c'est... Comment ça, il n'y a pas la Wi-Fi? Le couple de gardiens, Amélie Faure et Thomas Duconseil, passe sans transition en 2011 des grands mulets au gros blaireau. Amélie Faure. Le vieux refuge du Goûter était un endroit très parlant. Tellement pourri au bout du rouleau qu'on comprenait tout de suite où l'on était, même si on n'avait jamais fréquenté de refuge auparavant. Le nouveau, lui, est grand, spacieux, design, aéré. Il ressemble franchement à un hôtel et beaucoup s'attendent à y trouver des prestations qui vont avec. Nous passons énormément de temps à faire de la pédagogie, à expliquer aux gens qu'ils sont dans un refuge. Un chouette refuge, mais un refuge, isolé à 3800 mètres d'altitude, avec toutes les contraintes que cela comporte. Tous les jours, il faut expliquer pourquoi il n'y a pas de douche, pourquoi il n'y a pas d'hélicoptère taxi, pourquoi il n'y a pas de Wi-Fi pour envoyer ses photos à maman. Cette histoire de Wi-Fi génère sans cesse du mécontentement. Quand les clients insistent, j'essaye de leur faire prendre conscience du lieu où ils sont. Vous n'êtes pas là pour envoyer des mails. Sortez, respirez, regardez autour de vous. Mais tout cela est un peu vain. Les gens sont hyper connectés. Ils décrochent difficilement, conservent les mêmes réflexes qu'en Valais. On a même eu un monsieur autrichien qui souhaitait qu'on lui transfère ses bagages à l'aéroport de Genève. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire, je lui ai demandé si c'était une blague. Au final, ça l'a vexé. Comment ça? Il n'y a pas d'hélico? Le pompon, c'est ce monsieur polonais qui est monté au refuge début juillet, mais ne voulait absolument plus redescendre par ses propres moyens, ni payer un guide pour l'accompagner. Il pensait que le fait d'avoir peur justifiait qu'on appelle l'hélico des secours en montagne. On a souvent des gens qui ont la trouille de redescendre l'arête qui mène au refuge, mais des comme ça, on n'en avait jamais eu. On a dû le garder 3 jours. Il est passé par toutes les phases de la psychologie humaine. Des crises de nerfs, des crises d'angoisse, des crises de pleurs. Il a même sauté dans les escaliers pour faire semblant de se fouler la cheville. Finalement, il a quand même accepté de payer et il est redescendu avec un guide. Bien sûr, Amélie et Thomas sont les premiers à dire il n'y a pas que des Polonais pétochards et des Autrichiens en transit au Goûter. Mais il faut bien le reconnaître, la clientèle de ce refuge est un peu particulière et ce n'est pas nouveau. Déjà Riton Beauchâtel, dans les années 1960, se plaignait de l'exigence croissante des prétendants à la cime suprême. Les nouveaux alpinistes, ils ne respectent plus rien, ni les horaires, ni les règles de vie en société, ni les lois les plus élémentaires de la montagne. La mentalité se dégrade, la solidarité n'existe presque plus. Je suis lassée de devoir jouer de plus en plus aux gendarmes. Triste constat, hein? Oui, c'est particulier au Goûter. C'est une clientèle qui est motivée par le fait de faire le Mont Blanc. C'est pas vraiment des alpinistes, c'est pour mettre ça sur son tableau de chasse, puis après passer à autre chose, à traverser l'Atlantique à la voile, ou je sais pas quoi. Et donc il n'y a pas toute cette
cette connaissance, tout ce respect des autres, tout ça qui existe encore dans les autres refuges, heureusement. Ouais. Et non, c'est particulier au goûter. Un petit peu au Grand Mulet, mais moi, parce qu'au Grand Mulet, c'est plus des gens qui acceptent de faire un effort long. C'est souvent lié au ski de randonnée. Là, c'est une pratique qui demande de l'exercice, tout un apprentissage. Alors qu'on trouve au Mont Blanc des gens qui, à mon avis, qui n'ont rien à faire là. C'est un petit peu dommageable pour l'image de la montagne, mais difficile de leur dire non. Et donc, Christophe en parlait mieux que moi, c'est qu'on se posait la question, et puis Christophe l'avait très bien posé, est-ce qu'il fallait reconstruire le goûter? Alors que si on limitait l'accès, on passe un bon refuge à Tête-Rousse, et puis que les gens fassent le Mont Blanc depuis Tête-Rousse, on aurait une toute autre clientèle. Alors que là, on mâche le travail, tu couches à 3008, il n'y a plus de lunettes à faire le lendemain. Et donc ça génère toute cette clientèle. Et si on respectait davantage le Mont Blanc, en faisant l'accès par il y a le côté cosmique, mais là c'est technique parce qu'il y a la traversée des trois Monts Blancs. Ou par les Grands Mulets, il y a un peu de danger objectif, et puis c'est plus long. Ou par Tête-Rousse, on aurait peut-être. On réussirait à avoir vraiment des alpinistes qui tentent le Mont Blanc, alors non pas Monsieur Tout-le-Monde. Alors pour les gens C'est pas qui... Christophe qui... Ouais, mais c'est tout à fait ça. Hein. Moi, j'avais vu le préfet à ce sujet-là et je vais dire en conclusion, en définitive, la conclusion elle est binaire. On a le choix entre une planète passion et une planète fric. Puis ça va rester là. Vraisemblablement, la planète fric a été choisie. Elle sera pour tous. Mais il était quand même réceptif. C'est le préfet de région, il était réceptif à ça, à ce discours. Maintenant, je pense que faire marche arrière, c'est... Enfin, on ne peut pas dire que c'est impossible, mais c'est vrai que c'est difficile, quoi. C'est un refuge goûter qui génère beaucoup d'argent pour le club alpin français. Bon, c'est pour une bonne cause, c'est pour les autres refuges, pour construire d'autres... Bon, mais il y a d'autres guides comme ça, moi aussi, qui pensent tout à fait la même chose, mais on est très peu, malheureusement trop peu, toi aussi tu penses comme ça. On est quand même quelques-uns, mais c'est vrai qu'à un moment donné, face à un rouleau compresseur, il faut s'écarter, quoi. Sinon on est mort, quoi. Il faut faire son chemin et tracer sa route, quoi. Mais il reste quand même des refuges super sympas, comme les Grands Mulets avec Ludovic. Il y en a plein, évidemment, mais... Non, Il y en a plein, mais même ça ne veut pas dire que moi, le refuge de goûter, à un moment donné, quand c'était Thomas, j'y passais pour boire un coup, parce que c'est des amis, donc je les adore, donc ça ne m'empêchait pas, je ne me suis pas dit, du jour au lendemain, je ne vais plus les voir, quoi. Ils étaient là, donc et l'ambiance, même dans un refuge comme ça, qui est complètement différent du refuge du Grand Mulet ou du refuge du Couvercle, il peut y avoir une belle ambiance avec des bons gardiens. Mais c'est vrai qu'au départ, l'idée de dire... comme tu viens de dire, que finalement le refuge de Tête-Rousse est bien suffisant. Il y a très peu de guides qui sont... La plupart des gens, ouais, c'est un débat. Et pourtant, parfois, il faut te dire, bon, il faut essayer d'être... c'est vrai, on peut très bien le faire. Si le goûter était en Himalaya, ce serait superflu d'avoir un refuge là-haut, il y aurait un super camp de base qui serait Tête-Rousse, puis au-dessus, plus rien, quoi.